Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et je suis en train de me filmer là tout de suite, vous me voyez, avec le Canon EOS R6. Alors, là par exemple, je vous dis, il voit très bien mon œil, il change bien d'œil, il voit mon visage, il n'y a pas de souci, donc ça à ce niveau-là, niveau autofocus c'est très bien. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet. C'est pas le sujet de cette vidéo là. Dans cette vidéo là, je vais fumer Canon au niveau de toutes les conneries qu'il peut y avoir sur ce boîtier en niveau vidéo, niveau ergonomie, niveau options, niveau ce qui marche pas, ce qui devrait marcher, niveau ce qui manque. Donc voilà, donc là je suis en train de m'enregistrer comme d'habitude quand je suis en studio, j'ai mon moniteur et je vais vous prendre le petit boîtier pour vous montrer ce que je vois et les petites choses rigolotes. Ok, donc j'ai le M5 Mark III qui est en train de filmer mon écran. Alors toujours pareil, du coup là ce que vous voyez, désolé pour tout le bazar qu'il y a derrière, c'est pas très grave. Ce que je veux vous montrer, c'est que déjà, vous voyez ici, un truc très pénible, c'est que là, en fait, je suis pas du tout en miroir, d'accord? C'est-à-dire que là, normalement, si je vais par là, sur cet écran qui a là, je devrais aller dans ce sens-là en même temps. Et vous voyez que non, c'est pas en miroir. Vous voyez, c'est comme si je filmais direct. Donc on n'a pas l'aspect miroir qu'on a avec l'écran. Normalement, quand on a l'écran retourné comme ça, vous voyez, c'est bien en miroir, c'est-à-dire que ça va dans le sens dans lequel je vais, ce qui est normal, ce qui est automatique, ce qui est logique. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'il manque plein d'infos là. Moi là, j'ai pas mon niveau pour savoir si je suis à plat, j'ai pas ma règle des tiers. Vous voyez qu'ici, bon, alors j'ai même pas les barres de son, je sais même pas si je suis bien en train de vous parler, si je suis à des bons niveaux. Donc voilà, c'est absolument scandaleux, super chiant. Et du coup, on va détailler tout ça en vue de dessus pour vous expliquer tout ce qui ne va pas. Allez, on se retrouve en vue de dessus pour vous montrer ce qui se passe en fait. En fait, ce qui se passe, c'est pas tellement, je m'en suis rendu compte avec le moniteur externe, mais en fait, c'est vrai tout le temps. Là, vous voyez mon écran, là, je suis bien dans le mode vidéo, d'accord? Il n'y a pas de souci, j'ai mon quadrillage, j'ai mon niveau. Bon, j'ai pas mon niveau audio, ce qui est déjà, moi, je l'ai sur l'Olympus, donc là, il y a déjà, on se dit, oula, ça pue un peu. Et si je lance l'enregistrement, bah, vous voyez que tout disparaît. J'ai plus de quadrillage, j'ai plus de niveau, j'ai pas de niveau audio, donc j'ai pas de barre audio, très clairement, je me démerde. Donc pour savoir qu'il enregistre, faut voir qu'il y a le rec et voir que le temps s'écoule. Et vous voyez qu'également, ici, le temps qui s'écoule, il s'écoule dans le sens positif, c'est-à-dire que ma vidéo s'incrémente, ce qui est très bien. Mais moi, par exemple, sur mon Olympus, j'ai non seulement le temps d'enregistrement qui s'écoule, mais également le temps qui me reste enregistré, vu que j'ai une limite de temps là-dedans. Avant que je lance l'enregistrement, ici, là, vous voyez, il me dit qu'il reste 16 minutes 21, d'accord? Donc moi, j'aimerais bien qu'il me dise à l'avance combien de minutes il me reste, soit parce qu'il est en limite parce qu'il a 29 minutes d'enregistrement max, soit parce que ma carte est pratiquement remplie et que du coup il va plus y avoir grand chose quoi. Donc voilà, donc ça m'énerve pas mal, je vous avoue. En fait, dès qu'on lance l'enregistrement, on n'a plus les infos à l'écran et c'est impossible de les remettre. Si vous savez comment, vous me dites, vous voyez, les seules choses qu'on peut faire afficher, c'est soit rien, soit c'est quelques rares infos, d'accord? Donc voilà, c'est nul, très clairement, c'est vraiment nul. Hop, si je ferme ici et je vous le mets dans le viseur, alors je vais essayer de vous le montrer. Hop, vous voyez, c'est pareil dans le viseur. Donc j'ai bien la même chose dans le viseur. Et si je vous montre dans les menus, en fait, dans les menus ici, on a possibilité alors je crois que c'est dans la personnalisation, donc c'est ici. Alors il faut que je le retrouve, parce que tout le monde a beau dire que les menus Canon c'est la folie. Moi je suis pas ultra convaincu par ça. Du coup, c'est dans non, c'est pas ça. Vous voyez, moi j'aurais mis à côté de la personnalisation des commandes et tout, mais non, ce n'est pas ça. Non, c'est cool. Ah, c'est là. Ok, donc c'est là, c'est dans le menu, le grand menu numéro 1, si on veut, grand 1, petit 7, on a affichage info prise de vue. Je trouve pas ça forcément logique, j'aurais plutôt mis dans la personnalisation avec les molettes, etc. Mais bon, pourquoi pas, du coup on a le zebra qui est ici aussi, d'accord. Voilà, on a des choses, mais vous voyez, c'est mixé avec par exemple le mode stabilisé, quelle stabilisation on a. Ça, je vous ferai une vidéo spécialement là-dessus. Mais du coup, voilà, c'est très bizarre. Et vous voyez ici, dans l'affichage info prise de vue, je lui ai dit que je voulais le quadrillage, je lui ai dit que en fait on peut lui faire basculer entre les différents modes de ce qu'on voit. Donc là je vous le fais défiler, vous voyez là il y avait l'histogramme qui est apparu, là il n'y a plus rien, là c'est du coup l'écran, une espèce d'écran de contrôle, et dans certains, vous voyez dans le 1, le 2, le 3, on peut choisir ce qu'on veut mettre dedans, donc on peut appuyer sur ça et on peut choisir donc ce qu'on veut mettre, est-ce qu'on veut mettre ou pas les informations haut et bas, les informations de gauche et droite, le fait qu'on ait le tactile disponible, le fait qu'on ait l'histogramme disponible et le fait qu'on ait le niveau disponible, d'accord? Mais c'est tout, j'ai pas plus d'infos, typiquement j'ai pas le timecode, très clairement, et donc voilà, et donc ça c'est vrai pour l'écran et c'est vrai également du coup pour ce qu'on a dans le VF, d'accord?
Donc voilà, donc c'est un peu décevant très clairement à ce niveau-là. Je vous disais pour ces fameuses barres de son, donc vous avez vu dans les options, dans les options d'affichage, on n'a rien pour afficher ces barres de son. On a vraiment en plus que les options photo en fait, il n'y a rien de plus, on n'a pas des particularités pour la vidéo, donc c'est assez nul contrairement à d'autres boîtiers. Donc là vous voyez, j'ai pas les barres de son et si je veux les afficher, en fait il y a possibilité de les afficher, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est qu'au niveau de l'enregistrement du son, on ne se mette plus en auto mais en manuel. Alors là vous voyez du coup quand je règle le son, je vois mes barres, mais si je me mets en manuel ici, vous allez voir que cette fois, hop, on a effectivement les barres audio qui apparaissent, mais je peux pas les faire apparaître quand je suis en auto. Je peux pas vérifier que j'ai bien l'audio qui est pris, voir mes niveaux, etc. Donc c'est ultra pénible ça. Et l'autre possibilité, donc je vais repasser en auto. L'autre possibilité de les voir quand même, quand on s'enregistre, mais vous allez voir c'est super pratique, c'est en fait de changer ici les infos jusqu'à arriver dans le fameux menu noir. Et là vous voyez que dans le menu noir, et ben ici, oui c'est bon, j'ai bien mes barres, mais évidemment du coup, bah, c'est soit j'ai ça, soit je me vois. Je peux pas avoir les deux en même temps, donc voilà. Donc je peux pas me voir, être en auto et avoir les barres audio. Je trouve ça complètement con. C'est vraiment pas ouf. Enfin voilà, pour moi ça, il faudrait qu'on ait tout le temps la possibilité de l'afficher ou non. Et par contre, un point très positif, très clairement sur Canon, c'est son écran et en particulier son tactile. C'est assez fou tout ce qu'on peut faire avec le tactile. On peut pratiquement tout faire avec le tactile directement. Même du coup quand on se filme et que l'écran est comme ça, on peut directement lancer enregistrement, choisir les raccourcis, enfin changer les principaux réglages, etc. Et donc à chaque fois ça passe plus ou moins via le truc qui s'appelle Q, le Q menu, le raccourci. Et vous voyez que du coup quand j'appuie sur ce Q là, donc soit j'appuie sur le bouton Q ici, soit j'appuie sur le tactile, toujours, on a toujours les deux choix pour ceux qui ne voudraient pas utiliser le tactile. Et vous voyez qu'ici en fait maintenant j'ai chacun de mes carrés, de mes paramètres qui étaient ici, que je vais pouvoir, hop, venir sélectionner, venir changer à la main, venir soit draguer comme ça, soit faire du coup avec les petites flèches, donc ça marche super bien, pareil pour l'ouverture, pareil pour tout, et en particulier on peut venir ici changer directement le son à partir de là, vous voyez, ça fait un peu un espèce de raccourci pour aller plus rapidement aux choses, si on n'a pas envie d'aller chercher dans les différents menus et de les mettre dans son menu favori par exemple. Donc on a la balance des blancs, on a comment on veut régler cette balance précisément, ça c'est vraiment pas mal en vidéo. Ça c'est un truc, il faudra qu'on en parle plus sur l'aspect, la correction d'exposition, qui est un truc que je ne maîtrise pas encore bien. On peut directement depuis ici, ça c'est vrai aussi en photo, envoyer les choses, faire une connexion, etc. Ici on a du coup la personnalisation des touches et des molettes qu'on peut refaire à partir de là. Alors ça je vois pas trop l'intérêt, je vous avoue, mais pourquoi pas. On a ici c'est l'atténuateur si on veut le mettre on ou off. Là pour l'instant je le laisse off. Tout ce qui est AF, la réduction de brillant. Donc là on a la carte d'enregistrement, et ici on a le type de codec utilisé, donc de la 4K ici à 24 fps. Moi je me suis mis en NTSC là, donc comme sur Sony il faut se passer en NTSC pour pouvoir avoir ces fréquences là, pour avoir le 24 fps par exemple. Ça je crois que ça va se chercher, où? Je sais plus si c'est là ou si c'est dans les paramètres là. C'est là. Vous voyez, donc dans le menu 2 de la petite clé, on a système vidéo pour NTSC ou pour PAL. Donc moi je reste pour NTSC, et l'avantage c'est qu'on peut le changer en cours de route, il n'y a pas de souci, il le fait très bien, il n'y a pas de problème, on n'est pas embêté, il n'a pas besoin de nous mettre un message d'erreur, de faire des choses avec la carte, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. Vu que je suis dans les menus, quand même, je vous montre, j'en profite. Ici, vous voyez, c'est ici dans ce menu, donc 7 du menu vidéo, que je lui dis quelle est la fonction que je mets pour le déclencheur. Donc soit, ça du coup, c'est pour faire la mise au point, soit en one shot, un single mise au point, soit en continu, ce qu'ils appellent cerveau, c'est en fait l'AFC, d'accord? Donc en bas c'est AFS qui est en bleu là, et en haut c'est AFC, d'accord? Donc du coup voilà. Donc ça ok, et si on appuie à fond, on peut lui dire, en fait, soit tu fais rien, ce que je vais lui faire, soit tu lances la vidéo. Donc ça, pour ceux qui aiment bien appuyer directement sur le déclencheur pour lancer, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, ça, je vois pas du tout pourquoi c'est là, très clairement. Pour moi, les menus sont pas du tout spécialement bien faits, parce que là, je suis donc dans le menu vidéo, que si j'étais en photo, si j'étais en P, ce menu n'existerait pas, d'accord? Si j'étais en P ici, vous voyez que là, où j'étais tout à l'heure, c'était le 7, je crois. Sur le 7, c'est ça, attendez, je reviens pour être sûr, parce que du coup, le nombre de menus change en fonction de... voilà, c'est ça, j'étais au menu 7, d'accord, vous voyez, il y a 8 menus, 8 sous-menus en tout. Et si je passe en mode photo, il y a 9 sous-menus, d'accord, et le 7e sous-menu, plus les mêmes choses dedans, parce que les choses changent en fonction de photo-vidéo. Bon, pourquoi pas? Ce qui est débile, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai fait mes premiers réglages, en fait, tout ce qui est réglage, on le fait ici, dans le menu 3 de la personnalisation. On a vraiment un menu pour la personnalisation, avec ici le choix des touches, qu'est-ce qu'on fait pour chaque touche, etc. Donc vous voyez que plutôt que de mettre ici à côté de ce que fait le déclencheur en photo, mettre pareil en vidéo et dire voilà, en vidéo tu fais ce que je te demande, non, c'est un autre menu qu'il faut deviner, qu'il faut savoir qu'il faut être dans le mode vidéo pour aller dans le menu,
Pas essayer de personnaliser cette touche hein, dans le menu personnalisation, hein, ça serait trop intelligent. Il faut aller dans le menu photo, enfin vidéo dans ce cas-là, aller dans le 7e sous-menu, et dans le 7e sous-menu, trouver à côté du mode stabilisé, à côté du fait qu'on affiche les infos pendant la prise de vue, ça à la limite, pourquoi pas. Il faut trouver que ici, effectivement, il y a la fonction du déclencheur et qu'on peut changer les fonctions ici. Donc, vous voyez, c'est pas du tout intuitif, hein, tous ceux qui disent que les menus Canon, c'est absolument génial, je ne comprends pas. Pour moi, c'est aussi pourri que les autres marques, hein. Il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien, et surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très limitées dans le Canon, ce qui fait qu'il y a moins de possibilités. Donc forcément, hein, quand vous donnez un ordinateur Fisher-Price, c'est toujours plus facile d'utilisation qu'un vrai ordinateur, et du coup, on a l'impression que c'est mieux fait. Mais non, c'est pas mieux fait, c'est juste qu'il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, donc on est sur du mauvais, hein, et là, c'est pas le pire, tout ce que je vous dis. Là, ça y est, on attaque. Alors, je vous l'ai déjà dit dans la précédente vidéo sur cet EOS R6, hein, mais vous avez peut-être pas regardé. C'était une vidéo où je vous parlais hein, à quoi servait ce bouton FV. Donc, allez la voir si ça vous intéresse. Hein, je détaille à quoi ça sert. Donc, ce bouton est très bien, ce mode est très bien. Par contre, du coup, je vous ai teasé là-dedans et je vous ai expliqué que dans ce boîtier, c'est la première fois que je vois ça, dans ce boîtier à 2700 € au prix tarif, on a au niveau des modes vidéo, donc on peut directement les sélectionner au tactile, ça c'est très bien. Et là, vous voyez, bah, j'ai le choix entre ça, qui est en fait le mode P1, et ça, qui est le mode M. Et donc typiquement pour quelqu'un comme moi qui est en intérieur, donc là en mode P, voilà, en mode P je peux rien changer, hein, d'accord, j'ai beau toucher mes molettes évidemment, là bah lui il est en mode P, donc là je change ma compensation d'exposition, mais si j'essaye de changer mon ouverture, mon shutter speed, quoi que ce soit, il n'y a rien qui bouge, hein, j'ai beau changer derrière, pareil pour les ISO, là en fait les ISO ils me compensent du coup l'exposition, d'accord, ça va mettre des ISO, donc voilà, donc je peux rien faire, là c'est vraiment il se débrouille, il met la shutter speed qu'il veut, typiquement c'est ce que j'utilise dehors quand j'ai pas de filtre et que j'ai pas le choix, mais quand je veux contrôler les choses, bah typiquement en intérieur comme quand je me suis filmé tout à l'heure. Du coup, normalement, je suis en mode speed. Je vous ai toujours dit, je suis en S. Donc S, hein, pour lui, c'est TV. Hein. Chez Canon, S, c'est TV pour time value et A pour aperture, c'est AV pour aperture value. Donc merci Canon, hein, on fait notre sauce parce qu'apparemment, on est différent des autres. Think different, ça me rappelle quelque chose. Du coup, ça aussi, ça m'énerve, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, vous voyez que là, je suis en mode, vous allez me dire, mais ça va, pas de quoi paniquer, t'as qu'à te mettre en manuel. Oui, ok, très bien, donc je me mets en manuel. Sauf qu'en manuel, moi du coup ce que je veux évidemment c'est fixer ma shutter speed pour avoir ma règle des 180 degrés, je filme à 24 images par seconde, donc je vais être à 1/48e de seconde, le double normalement, il n'y a pas un 48e hein, malheureusement, on n'est pas chez Olympus, donc là c'est soit 1/40e soit 1/50e, donc je vais mettre à 1/50e, c'est le plus proche, et voilà, et moi normalement ce que je fais c'est que je laisse évidemment les ISO en auto, mais ici aussi mon ouverture, moi normalement je voudrais la mettre en auto, voilà, je voudrais, sauf que là, je ne peux pas, c'est du manuel. Et le manuel ici chez Canon, comme chez beaucoup, ne permet pas de mettre la valeur de l'ouverture ou du shutter speed en auto. On est obligé de fixer des valeurs données. Et donc c'est en fait tout l'intérêt du mode FV en photo, c'est qu'avec FV en photo, on a un mode M, on peut tout choisir, mais on peut mettre chacun des paramètres en auto. Là, c'est pas le cas. Donc là, moi, je me retrouve, et Damien a eu le problème, il était choqué aussi. Et moi, c'est un des premiers trucs que j'ai vu quand j'ai utilisé le boîtier, c'est, mais j'ai pas de mode S. J'ai pas de mode S en vidéo, c'est pas possible. Damien m'a envoyé une photo où il était halluciné aussi et il a regardé, bah il comprenait pas, il a regardé ce qu'il avait sur le R5 parce que lui il a le R5 depuis un mois et des bananes et sur le R5 on a bien tous les modes, truc normal, on a bien le mode P, le mode M, le mode A, le mode S et même un autre truc je crois. Et là non, là en fait les mecs se sont dit, c'est Canon, hein, ils se sont dit putain attendez, le R6 quand même il fait beaucoup de choses comme le R5, on le vend quand même 1500 balles moins cher, hein, grosso merdo, bon en plus de faire qu'il ait moins de résolution et des trucs physiques normales dus au capteur, hein, on va retirer des modes vidéo, bah voilà, on n'a pas mis de Cripple Hammer, on n'a pas fait un coup de Cripple Hammer avant ça, voilà, bah on va faire un gros coup de pute et puis on va les prendre pour des jambons. Donc voilà, donc ça c'est mais scandaleux, mais vraiment, ça c'est, je vous dis, j'ai jamais vu ça sur un boîtier de cette gamme-là, j'ai même jamais vu ça sur des compacts. Mes petits compacts que j'ai pu avoir permettaient d'avoir des modes vidéo SP, machin, sur mon tout petit Panasonic, mon tout premier, je me rappelle que c'était possible. Enfin, c'est mais débile. J'ai jamais vu ça, c'est scandaleux. C'est pour moi le truc le plus scandaleux que je vois dans ce boîtier. Et il y a quand même des trucs que je trouve abusés, mais ça c'est vraiment le plus abusé de loin. Je ne comprends pas comment des soi-disant pros de la vidéo peuvent dire que oui,
oui, c'est un boîtier vidéo, c'est pas un boîtier vidéo. On peut pas se servir de ce boîtier en vidéo si on veut faire de la vidéo sérieusement. Là, si je prends ce boîtier et que je veux aller en extérieur, je ne peux pas, je dois uniquement compter sur mon ISO auto, éventuellement lui mettre un filtre ND variable et donc changer en cours de route, hein, dès que je vois qu'il fait un peu plus clair, oh, je passe à l'ombre vite, je change en cours de route, ou sinon, je change à la mano, hein, en cours de route. Mais donc, super pratique, hein, quand on se vlog, par exemple, on se vlog, on est au soleil, hein, comme moi, très souvent, comme vous voyez faire de vidéo, et vite, oulala, vite, là, je suis au soleil, vite, je ferme, ok, fouf, ah merde, je repasse au soleil, je repasse à l'ombre, vite, je rouvre. Non, mais, sans déconner, quoi. Enfin, voilà, c'est scandaleux, vraiment complètement scandaleux. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons à un moment. Quand je pense tout ce que j'ai pu gueuler sur Sony qui nous faisait pas le timelapse, etc. Sur Olympus avec certaines restrictions, sur des petits trucs, etc. Mais là, mais c'est hallucinant. Voilà, Cripple Hammer Power. On se demandait, mais où est-ce qu'ils l'ont mis? Beaucoup de gens se sont dit, bah, c'est la surchauffe, le Cripple Hammer. Moi, je suis pas d'accord dans un sens où, quand même, on a été très rapidement avertis. Et pour moi, ils ont jamais vraiment menti à ce niveau-là, hein, contrairement à ce que d'autres pensent. Hein. Moi, voilà, je trouve pas qu'on ait été, que Canon se soit foutu de notre gueule là-dessus. On est sur les boîtiers tropicalisés. Voilà, de la 8K qui surchauffe, ça me choque, mais absolument pas. Moi, pour moi, il aurait réussi à faire que 30 secondes de 8K, le R5. Donc, moi, ça me choque pas. Par contre, qu'on n'ait pas tous les modes vidéo, c'est un truc que n'importe quel petit boîtier fait, ça c'est complètement scandaleux, c'est absolument dingo, et pour moi ça c'est vraiment du Cripple Hammer. Ça c'est le coup comme sur les OCR quand il n'y avait pas de 24 fps, c'est vraiment mais des limitations logicielles mais de merde, c'est juste histoire d'essayer voilà, de brider un boîtier pour essayer que les gens qui soient un peu sérieux aillent sur le boîtier plus cher parce qu'ils ont besoin d'un mode S en vidéo. Mais tout le monde, enfin n'importe qui fait de la vidéo a besoin d'un mode S, mais dans tous les cas on n'enlève pas ça. C'est comme si ici en photo je vous enlevais les molettes, mais les modes là, mais n'importe quoi. Voilà, je suis halluciné, super énervé, super pas content. Du coup je recontrebalance un peu ce que je parlais, hein, je vais vous rappeler, hein, si vous me suivez depuis longtemps, hein, ce que j'avais pu chier sur Sony, hein, par rapport au timelapse. Là les timelapse ont l'air d'être bien faits, hein, vous voyez, donc on le trouve assez facilement, enfin assez facilement, hein, tout est relatif. Voilà, vidéo timelapse. Ici vous voyez, on a bien possibilité du coup de créer une vidéo. Alors, je dis c'est pas mal, mais attention, hein, c'est quand même pas ouf non plus. Donc on peut bien donner l'intervalle qu'on veut, on peut donner le nombre de prises de vue qu'on veut. Alors attention, ça aussi, voilà. Attention, vous êtes prêts? Alors ça c'est un peu con. C'est comment déjà? C'est... Non, putain, alors déjà, vous voyez, ça, faut que j'appuie dessus. Voilà, faut que j'appuie dessus. Vous avez... voilà, ça déjà... J'en ai marre. Putain, j'en peux plus. Sans déconner. Voilà, vous voyez qu'ici, on peut monter au maximum à 3599 photos. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, hein, c'est pire que... Alors c'est pas pire qu'Olympus sur par exemple le M5 Mark III où je peux être qu'à 999 au max, mais là vous voyez on a un 4e digit, mais le 4e digit, hein, et c'est pas dû à ma carte SD, hein, au fait que j'ai pas de place, hein, c'est vraiment tout le temps comme ça, hein, dès le début quand j'avais une carte SD vide je l'ai vu. Vous voyez ici je peux pas monter à plus de 3 dans les milliers, et si je mets 0 ici par contre je peux bien aller à 999, je peux bien aller à 2999, mais à partir du moment où je suis à 3000, là il fait genre c'est bon, mais vous voyez il repasse, alors là il est passé à 6, ah là, il veut bien 6. Ah oui, c'est 3600, attendez. À 3600, il veut bien, donc ça va être 3600 le maximum. Oui, c'est 3600. C'est pas 3599, c'est 3600 maximum. Donc voilà, sachez-le, hein, me demandez pas pourquoi, mais au maximum, on peut faire 3600 photos avec le timelapse, donc ok, bon, pourquoi pas. On a ici bien le temps que ça va prendre, ça c'est cool. Si je change ici mon temps, hein, il va du coup, si je mets par exemple 5 secondes, hein, hop, il me donne du coup le temps que ça va faire l'enregistrement, hein, donc c'est très bien, combien de temps il va avoir besoin pour faire l'ensemble des photos que je lui ai demandé. Il me dit du coup combien de temps va durer la vidéo, d'accord, donc ça c'est la vidéo finale, elle va durer 2 minutes, parce que je lui ai dit ici, je mettais 3600 photos. Si je lui dis que je mets plus que, hop, 600 photos, vous voyez qu'elle va faire plus de 20 secondes. Donc ça, c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Merci Canon. Hein. Donc au mieux, je peux avoir 2 minutes de vidéo. Sachez-le, on peut pas avoir plus de 2 minutes de timelapse de vidéo, mais ce qui est honnêtement, ça c'est pas gravissime, hein, pour du timelapse, on cherche pas à avoir ça. Après, si vous voulez faire un timelapse toute la nuit, bah, vous le mettez, hein, voilà, derrière l'oreille. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un truc. Et moi, le truc qui m'énerve peut-être le plus, hein, c'est pas tellement ça, c'est que ici, vous voyez en haut, donc je peux choisir quand même ici, hein, entre Full HD et 4K.
Ok, Full HD 4K, très bien. Par contre, que ce soit Full HD ou 4K, vous voyez en haut, hein, c'est du 30 FPS et démerde-toi avec ça. J'ai pas possibilité ni de lui dire du 24, ni de lui dire du 60, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens, mais je peux pas lui dire autre chose que ça. Bon, honnêtement, c'est pas gravissime, mais je trouve ça un peu con, parce que typiquement, si j'avais du 24 FPS, ça me ferait une vidéo plus longue, hein, je gagnerais ici, je pourrais avoir une vidéo un peu plus longue. Donc voilà, après, ça c'est bien, on peut fixer l'expo soit sur la première image, soit sur chaque image. Bon, normalement, on le fait sur la première image. Après, on peut lui dire ici d'éteindre l'écran automatiquement, donc ça c'est bien. Et le bip, il est désactivé parce que j'ai enlevé le son par ailleurs. Donc vu qu'il n'y a pas le son dans le boîtier, il n'y a pas le son pour l'image, d'accord, pour la prise de vue. Donc voilà, donc c'est moins pire hein, que ce que Sony nous a proposé à une époque, hein, très clairement. Actuellement, je sais pas où ils en sont, hein, j'ai pas revu ça quand j'ai fait le test de la 7S3, mais vous voyez que c'est quand même voilà, c'est pas encore une fois quoi, c'est hyper limité quoi. On se demande mais pourquoi quoi. Bon alors je suis très médisant là sur tout cet aspect du Canon, hein, c'est vraiment parce que il y a beaucoup de choses qui m'énervent, mais quand même pour mettre de l'eau dans mon vin, en tout cas au niveau du timelapse, hein, vous voyez ces 3600 photos, ça représente quand même 2 heures de vidéo, bon ce qui est pas si mal hein, déjà en soi, et surtout si je le mets en comparaison, alors pas de Panasonic où j'avais aucun souci, je pouvais en faire 9999, je pouvais faire ce que je voulais, comparé à mes deux Olympus hein, et même à mon M1 Mark III, mon M1 Mark III il est bien censé aller jusqu'à 9999, mais en fait à 9999 il va pas être foutu de faire la vidéo. Le fait qu'on ait 4 digits, ça a été suite à une mise à jour, et en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que pour créer effectivement la vidéo ensuite, j'étais obligé de laisser 999 photos. Donc vous voyez, au final on a pratiquement 4 fois plus de photos ici, on a 3,6 fois plus de photos ici, donc c'est quand même bien mieux que ce que j'ai chez Olympus. Et l'autre chose qui est très bien, c'est que en fait la vidéo qu'il va créer, il va la créer directement en 16/9, il va pas la créer en 4 tiers comme peut me faire Olympus, qui est une aberration complète. Moi je suis obligé de la recropper derrière en photo, enfin dans mon logiciel de montage je suis obligé de la recropper. Lui il va directement nous faire du 16/9, donc c'est nickel. Et en plus on n'a pas du tout de temps de mise en œuvre au niveau du boîtier, c'est à dire que vraiment directement quand on clique sur finir la vidéo, une seconde après, juste ce temps qu'il arrête son enregistrement, la vidéo est prête, c'est à dire que la vidéo se fait en cours de route. On n'a pas une composition, une création de vidéo de par le boîtier ou du coup avec un temps de chargement, ce que j'ai hein, par exemple sur mes Olympus, mais sachant que lui aussi de son côté en fait il ne vous donne pas, quand vous faites le timelapse vidéo, c'est uniquement un timelapse vidéo, vous n'avez pas du tout toutes les photos à côté comme peut le faire Olympus. C'est soit du coup avec lui vous faites l'intervallomètre, vous avez les photos, et si vous voulez faire une vidéo timelapse à partir de ça, vous devez du coup vous faire sur votre logiciel de montage, soit vous avez la vidéo, et la vidéo c'est très bizarre, moi c'est la première fois que je vois ça en fait. Donc c'est assez bien fait, je vous ferai une vidéo détaillée sur ça, sur comment faire un timelapse avec cette R6, mais pour vous dire en fait il utilise le shutter électronique, il fait aucun bruit, il se lance, et ce qui est bien c'est qu'on peut lui dire ici hein, de désactiver l'écran, donc il éteint l'écran, ce qui fait qu'il va pouvoir durer autant de temps qu'il veut hein, grosso modo, et par contre ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas du tout de clic, il fait tout en électronique, donc c'est assez perturbant, mais au final le rendu là je vous montre un peu, m'a l'air très correct, très bon même, donc je suis pas plus inquiet que ça, mais voilà je trouvais ça un peu étrange de pas du tout avoir de clic, de pas du tout avoir le bruit de la photo et d'être sur l'obturateur électronique. Voilà, ça me paraît un peu étrange, mais voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour. Honnêtement, voilà, ce timelapse vidéo n'est vraiment pas du tout dans les choux, contrairement à ce que voilà je pouvais laisser entendre tout à l'heure. Et pour ça, voilà, très bien. Dans l'ensemble, très content. Je préférais ce que j'avais chez Panasonic. Hein. Je préférais surtout qu'au moins ils nous permettent de changer, ici le FPS. Hein, au moins se mettre en 24 FPS, ça c'est débile. J'utilise des FPS qui vont me servir à rien, enfin voilà, c'est complètement con. Donc voilà, parce que moi après quand je le passe hein, sur mon logiciel, je suis en 24, donc je vais retirer hein, les 5 FPS pour rien, et moi ça me permettrait d'avoir plus de temps de timelapse ici. Donc voilà, c'est un peu dommage. Peut-être ça sera corrigé dans une mise à jour, j'y crois pas trop, hein. J'ai pas l'impression que Canon soit ultra bon sur les mises à jour, donc on verra. Voilà, et je vous ferai une vidéo spéciale timelapse, hein, ça sortira plus tard quand je pourrai la faire sur le terrain pour tout vous expliquer en détail. Donc voilà, donc ça c'était pour le timelapse, donc c'est fait. Allez, on continue les joyeusetés, hein. De toute façon c'est une vidéo joyeuseté. Donc, alors je sais pas ce que je vous fais d'abord. Allez, je vais vous faire peut-être l'aspect ralenti. Hein, je vous ai parlé un peu de FPS. Donc, ce boîtier, hein, c'est une raison pourquoi je l'ai pris, peut enregistrer en 4K 60 FPS, d'accord? Donc ça très bien. On a ici 4K 59,94 images par seconde. C'est normal, c'est ça la vraie fréquence. Ils ont tout à fait raison. Et vous voyez, ce qui est très bien aussi, c'est qu'en fonction de ce qu'on choisit, hein, il nous dit le temps d'enregistrement qui nous reste en fonction de la place sur la carte SD. Donc là, c'est très bien. J'ai pas beaucoup de place, donc il vous montre. Voilà, là par exemple en Full HD, j'aurai 2h
2h25 d'enregistrement, sauf qu'en vrai, hein, attention, c'est 2h25 d'enregistrement en tout, et ici, là, j'ai que 29 minutes 59 secondes d'enregistrement de par la limite de temps. Donc on a bien la limite de temps, hein, contrairement à sur la 7S3, et mais bon, ça, voilà, je l'ai aussi sur Olympus, donc je suis pas perdu avec ça, et ça ne me choque pas. On a donc bien du 60 fps, hein, si on veut, donc très bien. Donc évidemment, il va surchauffer plus vite si c'est du 60 fps. Je vous en parle à la fin de la surchauffe, hein, évidemment, on va en parler. Ici, je peux l'activer. Donc, vous ne pouvez pas faire d'enregistrement 4K 60 fps directement ralenti dans le boîtier. Si vous voulez faire un ralenti, lui, il estime que c'est que à la plus haute fréquence d'image, donc à 120 fps. Et pour avoir 120 fps dans ce boîtier, hein, c'est pas le Sony A7S3. Du coup, c'est seulement de la Full HD. Ici, en fait, il change automatiquement au lieu de nous dire, bah, c'est pas possible. Et puis en plus, vous voyez, quand je le change, après, il remet pas hein, la 4K, ce petit bâtard. Là, je lui fais activer, il passe en Full HD. Et si ici, je désactive, ça c'est encore bien vu, hein, bien joué Canon. Ici là, il me remet pas en 4K ce bâtard. Hein. Donc voilà, donc tous ces petits trucs, mais insupportables à l'usage, mais vraiment, hein, tout ça c'est vraiment mais prise de tête. On est vraiment à l'opposé de tout ce que je me suis dit avec Sony, avec la 7S3 où je me suis dit mais vraiment tout roule, tout est clair, tout est logique. J'ai pas à me prendre la tête quand je veux changer un truc, ça marche, il y a pas de feinte, il y a pas à vérifier, etc. Là c'est tout l'inverse. Dès que je fais un truc, je suis en galère, je suis en stress. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va tout me changer? Est-ce que je peux le faire ou pas? Donc voilà, c'est ridicule, c'est une vaste blague. Et le R5, hein, ça doit être à peu près kiff-kiff, hein, à part que là, peut-être... faudrait que je demande à Damien, je sais pas si sur le R5, on peut faire du ralenti directement dans le boîtier en 4K. Peut-être que oui, parce qu'il fait de la 4K 120. Si vous savez en commentaire, dites-moi, Damien, si tu regardes cette vidéo, dis-moi, et dis-moi si c'est aussi con sur le R5. Donc du coup, voilà, donc ça c'était pour les ralentis. Et on va passer maintenant au codec. Toujours, vu que je vous mentionne le S3, donc il faut voir, hein, je suis un peu peut-être un peu plus exigeant hein, par rapport à d'autres moments. C'est vrai que ça, ce genre de choses, j'aurais peut-être pas montré en venant de Olympus, qu'Olympus ne permet pas de le faire non plus. Mais quand j'ai vu tout ce qu'a permis de faire la 7S3, tellement simplement, je vous ai dit, hein, j'ai vraiment été très surpris par la facilité de tout utiliser, de tout mettre en place. Voilà, du coup, j'ai ça en tête. Et c'est vrai qu'en passant là-dessus, alors on n'est pas sur le même budget, on est sur 2600 €, 2700 € au lieu de 4000 je crois sur la 7S3. 4002, je sais jamais lequel est à 4002. Le R5, je crois, est à 4002 et la 7S3 est à 4000, un truc comme ça. Mais du coup, pour moi, hein, tous ces trucs mal branlés sont mal branlés aussi dans le R5, hein, globalement. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que je suis assez virulent à ce niveau-là. C'est que, voilà, quand je vois tout ce que je pouvais faire sur le Sony, je suis assez choqué. Et surtout, moi, j'ai toujours eu en tête, hein, de tout ce que j'ai tout le temps vu sur les groupes, sur les forums, sur un peu l'impression générale qui se dégage dans le monde de la photo, c'est que Canon, c'est les meilleurs, c'est la meilleure ergonomie, c'est les meilleures couleurs, évidemment, c'est le meilleur autofocus. Bon, ça, je suis assez d'accord, mais si on en reparlera un peu plus, mais... Voilà, il y a des choses, je suis d'accord, mais alors l'aspect ergonomie des menus, c'est une vaste fumisterie, hein. Franchement, c'est une grosse blague, c'est juste qu'il n'y a rien dans les menus, donc forcément, mais je vous ai montré déjà, il y a des aberrations pas possibles, comme dans toutes les marques, dans tout ce que j'ai vu, hein. Moi j'ai fait avant Samsung, après Sony, après Pana, après Olympus, la Canon, je peux vous dire, ils ont tous des avantages et des inconvénients, et honnêtement, Sony n'est pas du tout le plus ridicule, hein. J'ai vu des incohérences bien plus grosses dans d'autres marques, hein, très clairement, donc voilà, ça me fait bien marrer, hein, tous ceux qui ont tout le temps critiqué les menus Sony. Sony, c'est très complexe, il y a énormément d'options, il y a pléthore d'options, on s'y perd, mais on peut tout faire. Ouais, forcément, c'est un boîtier Fisher-Price au niveau des options, donc bah, on se perd beaucoup moins, hein, très clairement. Donc voilà, donc du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà, si je me mets dans ma vidéo et que je veux choisir dans quoi je vais enregistrer, on a bien ici, hein, vous voyez, du coup, bah, ce que je vous montrais, hein, on a du coup, en fait, la résolution, hein, ou la définition, hein, pour ceux qui vont commencer à me les briser, mais on va faire des abus de langage. On a ici, du coup, bah, que je suis en 4K, c'est pas du 4K, c'est du HD, bon, ok, pareil, hein, on va faire les abus de langage, et directement la fréquence. Vous voyez qu'ici, hein, contrairement au Sony, on a distingué d'une part la résolution et d'autre part le nombre d'images par seconde. Là, c'est tout d'un coup, ok. Donc, ça me choque pas énormément. Par contre, ce qui m'emmerde, hein, très clairement, c'est que, vous voyez, c'est fini. Là, j'ai pas d'autre option. J'ai pas comme chez Sony où j'avais de l'autre côté le codec, de l'autre côté les bits 422, 420, etc. Là, non. Là, t'es en IPB, t'es en H264. En fait, hein, t'as un IPB, voilà, démerde-toi avec ça. Et du coup, ce boîtier, hein, c'est une autre des raisons qui m'a fait le prendre. Normalement, il peut enregistrer en 422 10 bits. Là, je suis là-dessus en H264 420 8 bits, mais je peux enregistrer en 422 10 bits. Sauf que le 422 10 bits, on peut pas l'avoir comme ça normal en automatique comme chez la 7S3 où c'est facile, voilà, il n'y a pas à se poser de questions, on peut tout avoir dans tous les modes. Non, là pour l'activer, alors c'est pas aberrant, hein, franchement c'est pas aberrant. Je suis d'accord que c'est pas aberrant dans la mesure où en fait voilà, il va falloir activer le C-Log, le log de chez Canon, pour pouvoir avoir ce 422 10 bits. Ça se comprend dans la mesure où c'est avec ce log
là qu'on va pouvoir mieux grader, qu'on va avoir une plus grande plage dynamique, voilà, des choses comme ça. Donc pourquoi pas. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas indiqué. Quand on clique dessus, on sait pas dans quoi on passe. C'est pas forcément, voilà. Et donc quand on est en log sur le Canon, on est forcément en 4.2 10 bits. On n'a pas possibilité de faire des tests en 4.2 8 bits ou 4.2 10 bits. Voilà. On n'a pas cette possibilité-là. C'est juste on l'active et par contre quand on l'active, on a des choses pas mal. Ça par contre, j'ai trouvé plus de trucs que sur le Sony, j'ai trouvé. Donc je vous mets un sujet. Vous voyez qu'ici, il me propose, donc je vais vous montrer en étant désactivé, ça c'est quand même un point positif parce que je ne fais pas que cracher dans la soupe. Alors je sais pas si vous voyez trop, si peut-être si je vous fais comme ça, voilà, peut-être vous allez mieux voir. Donc voilà, j'ai un sujet, vous voyez là, vous devez vous rendre compte qu'il est assez neutre au niveau de sa couleur. Et si je fais activer, en fait, ici, il repop un peu. Alors je sais pas si c'est hyper visible, hein, je vous le refais un coup. Là c'est avec du coup les couleurs un peu directement retravaillées au niveau du boîtier. Et là c'est avec les couleurs pas retravailler. Ok, je pense que vous le voyez quand même, moi je le vois à l'écran, je pense que sur YouTube ça se voit peut-être un peu moins, surtout en filmant l'écran, mais je vous le dis, là c'est très clairement moins dynamique, on a moins, voilà, on a moins les couleurs qui pètent, on a moins de saturation. Donc ça en fait c'est un peu l'équivalent de venir importer du coup une lutte, hein, vous savez, sur certains boîtiers, hein, sur par exemple la GH5, hein, on peut directement mettre une lutte, on peut mettre la lutte qu'on veut, là c'est pas la lutte qu'on veut, mais il nous permet d'avoir directement des couleurs plus réelles dès qu'on enregistre. On n'a pas besoin d'être sur des couleurs très fades, très neutres. Allez, on se retrouve avec l'EOS R6, donc c'est super galère, j'arrête pas de me décaler de mauvais sens à cause de cet effet pas miroir, super, merci Canon, ça aussi j'espère qu'ils vont changer ça dans une mise à jour. Toujours est-il que du coup voilà, donc vous me revoyez avec l'EOS R6, je vous le dis, hein, j'enregistre avec le même micro, c'est le Rode Lavalier Go là, hein, que j'avais exactement avec le M5 Mark III, sauf qu'ici je suis en auto au niveau du son, alors que je le règle sur Olympus, ça c'est un des trucs qui m'emmerde sur Olympus. Donc voilà, vous me direz ce que vous pensez du son, hein, en commentaire si vous remarquez quelque chose ou pas spécialement. Alors on va parler du truc, hein, qui est vraiment le truc que tout le monde qui a fait énormément de bruit, que tout le monde s'attend que je fume dans cette vidéo, qui est la surchauffe. Alors, moi déjà, j'ai pas du tout été de ceux qui ont été choqués, hein, par la surchauffe. Moi, je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, moi j'étais choqué que le R5 puisse enregistrer plus que 30 secondes en 8K avec un boîtier tropicalisé. Moi vraiment, je pensais pas, je pensais que ça serait complètement gadget, qu'on allait pouvoir enregistrer aller 1 ou 2 minutes et puis que ça serait foutu. Là, c'est pas le cas. Alors oui, on a de la surchauffe, oui, ils ont peut-être un peu mal communiqué au début, mais de ce que moi j'avais vu, ils ont quand même très vite dit, ils ont très vite donné le tableau des limites, et de tout ce que tout le monde a vérifié, les limites sont les vraies. Il n'y avait pas de feinte, ils nous ont pas rajouté 20-30% pour un peu gonfler le truc. Donc ça déjà, voilà, moi je crache pas sur Canon pour ça. Vous avez vu, je crache sur beaucoup d'autres choses, hein. Mais moi je crache pas sur Canon pour ça, et du coup voilà, c'est pas quelque chose qui me choque. Vous avez vu, il y a eu la mise à jour, hein, sur le R5 depuis, qui permet d'étendre un peu ces limites d'enregistrement, et du coup sur le R6, qu'est-ce qu'il y en est? Il y en a au moins une personne, hein, l'un d'entre vous qui m'a demandé, mais du coup tu prends le R6, t'as pas peur sur la surchauffe et tout? Et moi, de tout ce que j'avais compris, tout ce que j'avais pu voir, tout ce que j'avais pu lire, le R6 était beaucoup moins sensible à ça, et on avait quand même des temps d'enregistrement plus longs. Donc du coup, j'étais pas plus inquiet que ça, je savais que j'allais risquer d'en avoir, mais que ça allait pas vraiment me gêner dans ce que j'en faisais. Moi, je fais beaucoup de... moi, surtout lui, ça serait plutôt pour faire des petites vidéos, par exemple quand je suis en ville, les vidéos où je me vlog, des choses comme ça, où c'est peut-être je filme 5 minutes, j'arrête pendant peut-être 5-10 minutes, donc il aura eu le temps de refroidir, je refais, etc. Donc on verra en utilisation réelle ce qu'il en est, mais j'étais pas spécialement inquiet. À l'usage, là, sur la fois où j'ai vraiment testé en tant qu'appareil principal, hein, en tout cas sur une partie de la vidéo pour un test, c'était avec le test de mon Razer Blade Pro 17, et du coup j'étais en 4K 24 fps, et j'ai eu effectivement le témoin d'alerte attention surchauffe qui est apparu au bout de, alors j'ai pas regardé exactement, mais je dirais que c'est au bout de entre 20 et 30 minutes, en n'ayant pas une vidéo continue, en ayant quelques petits arrêts de 30 secondes en cours de route, et surtout moi j'ai pu finir ma vidéo sans problème. J'avais le témoin qui clignotait, mais j'ai pu finir ma vidéo, j'avais encore 15-20 minutes à enregistrer, par petites touches aussi comme ça, et je l'ai fini sans problème. Le boîtier ne s'est pas arrêté, ne m'a pas limité. Ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin de la vidéo, j'ai laissé tourner juste pour voir combien de temps il pouvait tourner encore plus, et en fait il avait tourné peut-être 5 minutes de plus avant de vraiment couper, et là c'était coupé pendant quelques instants, et après selon si je redémarrais de suite, il me disait que, enfin si je redémarrais au bout de quelques instants, quelques secondes, une minute peut-être, il me disait qu'il pouvait, il me disait dans les temps d'enregistrement, ok tu peux encore enregistrer 2 minutes, et si j'attendais un peu plus, ça montait 3 minutes, 4 minutes, etc. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, ce qui nous indique combien de temps il reste en prenant en compte la surchauffe.
Du coup voilà, ça c'était en utilisation normale. Du coup je l'ai poussé un peu, j'ai fait un test en 4K 60, où c'est là évidemment qui va chauffer le plus, où le capteur est le plus sollicité. Et du coup je l'ai fait dans une pièce qui était dans les 28 degrés à peu près, c'était mon salon et je jouais, donc il y avait la chaleur du PC, du chien, de moi, etc. Il faisait dans les 28 degrés grosso modo, et il a tenu à peu près 30 minutes, je vais vous dire exactement, il a tenu pour moi 29 minutes 31 secondes. Donc vous voyez c'est juste en dessous de la limite des 29 minutes 59 secondes, donc à la limite, voilà, on y est, moi ça me va. Et à ce moment-là, du coup, voilà, j'avais la surchauffe et j'ai dû l'arrêter et il pouvait pas. Oh putain, j'ai pas fini. Là, ça vient de couper, j'en ai marre. Ça vient de couper parce que Canon, je ne sais pas pourquoi, ce boîtier à la con, moi je lui ai dit dans mes paramètres que je voulais qu'il prenne la carte 2 en tant qu'enregistrement principal pour la vidéo. On peut séparer la photo vidéo, très bien. À partir du moment où on sort cette carte 2, qu'on ferme la trappe, qu'on relance et qu'on fait d'autres choses sur la carte 1, par exemple des photos, qu'on rééteint le boîtier, qu'on rouvre la trappe, et du coup, donc, quand j'ai sorti ma carte 2, lui, automatiquement, va enregistrer les vidéos sur la carte 1, donc il repasse en 1, ce qui est tout à fait normal, comme chez Olympus, comme chez Panasonic, il n'y a pas de souci. Si je remets ma carte 2, que je refais mon truc, et que je relance une vidéo, il enregistre sur la carte 1. Il ne rechange pas lui automatiquement, un peu comme ce que je vous ai montré sur la vidéo, si je passe en vidéo haute vitesse pour faire la ralentie, il aura passé en Full HD, et si je repasse en pas mode haute vitesse, il sera pas repassé en Ultra HD en 4K 24 fps, il sera resté en Full HD 24 fps. Donc voilà, ces genres de logiques débiles qui à l'usage sont insupportables. Là du coup ma vidéo a coupé parce qu'il était sur la carte 1 qui avait plus beaucoup de place, pourtant entre temps j'avais mis une deuxième carte avec de la place dessus pour faire mon enregistrement dessus, et vu que lui il m'afficherait à l'écran quand j'enregistre, comme je vous ai montré. Là, j'ai pas toutes les infos que j'ai avant que j'enregistre. S'il me montrait le petit symbole carte 1, je pourrais savoir. Mais moi, quand j'enregistre, quand je lance mon enregistrement, j'en sais rien. Je suis à l'aveugle et je fais comme je peux au pif. Et pareil, il me dit avant que je lance l'enregistrement combien de temps il va rester, mais comme je vous disais, il me dit pas pendant que j'enregistre combien de temps il va rester. Donc j'ai pas cette indication-là. Attention Kiki, ta carte est presque pleine. Il faut que vite que tu te presses. Donc là, ça a coupé en plein milieu. Je vous l'ai laissé pour que vous en rendiez compte et que vous voyez à quel point ça peut être pénible à l'usage. Vraiment, c'est ce genre de trucs qui font qu'on n'a pas envie d'utiliser un boîtier parce que c'est chiant, parce qu'il faut faire gaffe, parce qu'il faut y réfléchir, parce qu'on peut rater un tournage à cause d'une connerie comme ça. Là, au moins, il a eu le mérite de me faire un gros message en me disant « J'ai arrêté l'enregistrement parce que ta carte était pleine, Kiki ». Il y en a, ils s'arrêtent, ils disent rien, on se rend même pas compte qu'il n'y a plus le rec. Et vu que là, il y a juste le petit rec et juste le temps qui passe, et vu qu'on n'a même pas les barres audio, on voit pas. Donc voilà, ça conclut bien tout ça, ça conclut bien cette connerie générale. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui vont pas à ce niveau-là. Je pense que vous en êtes convaincus sur cette vidéo. Bon, vous l'avez compris, il y a plein de choses qui m'énervent énormément sur ce boîtier en vidéo, mais heureusement, évidemment, il n'a pas que des défauts, il a des grosses qualités à côté de ça. On en parlera dans d'autres vidéos, on va vraiment détailler ça. Si je les cite, grosso modo, il y a l'autofocus, même si, voilà, l'autofocus, on verra qu'il y a des petits réglages à faire, que c'est pas forcément, quand on vient d'autres marques, pas forcément ultra intuitif, il y a des choses, voilà, qui sont un peu limitées et faut un peu bidouiller au niveau des raccourcis, donc j'en parlerai dans une vidéo dédiée et je vous en reparlerai, enfin, je vous montrerai les raccourcis que moi j'utilise pour avoir l'autofocus qui me va le mieux, mais très clairement, une fois qu'on l'a réglé, il est très très bon, tout ce qui est détection des yeux, etc. Moi, je suis assez bluffé, en particulier sur mon chien, il y arrive très bien, même en vidéo, donc ça très très bien, à ce niveau-là, pas de souci. On a ce qui est stabilisation, très clairement, donc là, je vous ferai vraiment, j'ai déjà tourné, faut que je la monte et que je vous la sorte. J'ai fait une vidéo vraiment spéciale stabilisation pour vous montrer ce que ça donne comparé à le M1 Mark III. Donc, comparé à le M1 Mark III, je trouve que c'est moins bon, mais on est pour un boîtier plein format sur quelque chose d'excellent. Voilà, je vous laisserai vous juger vous-même ce que vous en pensez, mais vraiment, je trouve que c'est très très bon, très très bon. On a également un truc qui est très agréable, c'est la balance des blancs auto, que jusqu'à présent, je n'ai pas eu à toucher. Vraiment, j'ai pu laisser en balance des blancs auto. En plus, on a possibilité de lui dire si on veut qu'il garde l'ambiance et du coup qu'il soit un peu chaud quand on a des lumières un peu chaudes, ou s'il se met vraiment en balance des blancs blancs, en priorisant les blancs. Donc là, typiquement, c'est ce sur quoi tout ce que je vous ai montré à la vidéo, vous avez vu, c'est en balance des blancs, priorité blanc. Donc ça marche très bien. J'ai jamais eu besoin de le changer et pas eu besoin après en post-prod de retravailler. C'était pas le cas avec Sony, c'était pas le cas avec Panasonic, c'était pas du tout le cas avec Olympus. Donc ça, c'est très agréable. Et heureusement que ça marche bien, ce balance des blancs auto, parce que on peut bien personnaliser une balance des blancs perso directement en mode vidéo, contrairement à Olympus par exemple. Mais c'est pas une personnalisation où on prend un truc blanc en photo. Non, non, c'est un truc qu'on règle nous-mêmes sur un quadrillage, ce qu'on veut comme balance des blancs à la main, à la mano. Et ça, je trouve ça beaucoup plus long, beaucoup plus pénible que directement prendre une photo d'un truc blanc et en avant-gagnant, on est parti. Donc ça, je trouve ça assez nul. C'est vrai en vidéo, en photo. Mais la balance des blancs auto fonctionne
fonctionne très bien. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment très bien. J'ai mon test sur le Razer Blade Pro 17 qui va sortir où tout ce qui est à main levée c'est fait avec ce R6 et vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi j'ai aucun problème de balance des blancs, donc ça c'est cool. Oh, et là vous voyez, hein, je suis en très large hein, autour de moi. Là ce que j'ai fait en fait, c'est comparativement à ce que vous voyez avant, j'ai désactivé le mode recadrage, et donc ça c'est un mode un peu comme ce qu'on avait chez Sony qui s'appelait SC35, Super Crop 35. En fait on n'utilise que une partie, la partie centrale du capteur, on n'utilise que l'équivalent APS-C en fait, et donc on a un crop de facteur 1.5, 1.6 fois je crois, donc c'est quand même excellent. Vous voyez, on peut gagner vraiment reach, hein. Là moi je suis à 35 mm, je n'ai pas touché par rapport à juste avant, donc voilà, j'ai rien retouché au niveau de mon objectif, je suis toujours resté à 35 mm, hein. J'ai juste activé hein, dans le menu le mode recadrage. Malheureusement on peut pas l'attribuer à une touche de raccourci, ça c'est vraiment nul. Moi c'est un truc que je faisais chez Sony parce que je m'en servais beaucoup pour gagner en reach. On peut pas, ça fera l'objet de ma vidéo sur tout ce qui est personnalisation que je ferai probablement à la toute fin pour justement que vous ayez tout en tête, hein, toutes les fonctions qu'on a disponibles sur le Canon, sur cet EOS R6 et ce qu'on ne peut pas mettre en raccourci malheureusement. Donc ça on peut pas le mettre actuellement en raccourci, c'est vraiment un gros défaut pour moi. Mais du coup voilà ce que ça donne juste avec le recadrage. Donc vous voyez en gros on a 1,5 fois 1,6 fois je crois de mémoire. Donc si vous faites 35 mm plus enfin fois 1,5, ça vous fait du 52 mm, un truc comme ça, 53 mm équivalent. Donc vous voyez hein, déjà la différence, et c'est pas fini. On va pouvoir continuer un peu à gagner en reach en fait en activant des stabilisations. Donc c'est un avantage et un inconvénient. En fait à partir du moment où on va utiliser des stabilisations électroniques, une première stabilisation puis une deuxième, et du coup les deux on va cropper, donc je vous montre ça. Alors malheureusement on peut pas les changer en cours de route, hein. On peut rien changer en cours de route à part voilà, les paramètres de base hein, standard et la détection de lieu. Tout le reste on peut pas changer en cours de route, donc ça c'est super pénible hein, après avoir testé cette S3 où je pouvais tout changer, tout faire en même temps, la stabilisation, tout ça. Là il faut arrêter l'enregistrement et reprendre, donc je fais ça. Donc là je viens d'activer le premier niveau de stabilisation numérique électronique, donc vous voyez hein, derrière moi là-haut le Groenland commence à être coupé, d'accord, et je vais activer le deuxième niveau, et là vous allez voir qu'on a vraiment un gros crop. Là je crois qu'on a un crop de 1,1 fois, 1,2 fois, hein, c'est pas grand chose, c'est moins de 20%, je crois que c'est 1,1 fois, un truc comme ça. Et là par contre je vais mettre le deuxième niveau, ce qu'ils appellent optimiser, hein, et vous allez voir là il y a un gros crop, et du coup on peut encore plus gagner si on veut, on peut gagner comme ça. Voilà avec le deuxième niveau de stabilisation électronique, hein, vous voyez je suis obligé un peu de me reculer, je suis en limite avec mon câble là, hop je vous fais passer devant, voilà mon câble de micro. Donc voilà, là ça vous donne une idée, à regarder derrière moi, vous voyez presque, vous avez plus que le bas du Groenland, vous avez mordu sur les États-Unis, etc. Donc voilà, on peut vraiment gagner énormément en reach. Alors là je sais pas à combien, mais comparé à je vais juste vous remettre sans aucune stabilisation électronique et sans crop ce que ça donne, vous allez revoir la différence, c'est quand même très important. Et donc ça c'est super intéressant je trouve en vidéo. Bah voilà, on a 20 millions de pixels, sur ces 20 millions de pixels au final pour de l'UHD on se sert que de 7-8 millions de pixels, et bah voilà, il permet hein, de vraiment cropper dedans, et de vraiment cropper dedans férocement, et ça c'est cool parce que ça nous permet de gagner du reach. Vous voyez là en fait j'ai un 15, je sais pas, je dois être peut-être à 60-70 mm pratiquement, non je suis à plus que ça, parce qu'à 70 mm sur mon équivalent avec l'Olympus je vois le truc bien, donc non je suis à plus que ça, je dois être à 90 peut-être, quelque chose comme ça, à 90 mm équivalent. Je vous ferai un test quand j'aurai le 70-200 parce que je me le suis commandé en promo sur Amazon, je vous ai fait une news à ce sujet. Du coup je vous ferai un test où je vous montrerai exactement les facteurs qu'on a pour que vous puissiez comparer et savoir exactement combien on a, d'accord. Normalement c'est marqué dans les fiches mais c'est pas toujours très clair, donc on fera un truc carré béton, et voilà. Donc juste je vous remontre hein, ce que ça donne sans aucun crop hein, pour vous repassiez en large. Ok, hein, vous voyez hein, du coup désolé hein, pour tout le bazar qu'il y a du coup autour, normalement c'est pour ça que je cadre plus serré. Voilà ce que ça donne, hein. Je pense que c'est quand même assez impressionnant ce qu'on peut gagner juste d'un point de vue électronique, hein, juste du crop électronique dans le capteur. Donc voilà, c'est super cool, moi ça c'est vraiment quelque chose, je suis très content de retrouver parce que ça permet d'étendre les plages focales énormément, et typiquement en ville hein, je sais qu'avec le 15-35, même si je veux un peu zoomer, je le ferai numériquement et je pourrais avoir quelque chose de très correct. En fait j'ai l'équivalent, j'ai plus qu'un 15-70 en f2.8, je dois avoir un 15-90 grâce à ces modes, donc c'est super cool, et ça vraiment je suis très content de le retrouver. Bien joué Canon. Voilà, donc vous avez vu, hein, j'ai fait tous les défauts là, parce que je pense que c'est le plus important de vous le montrer avant que vous achetiez et que vous soyez pas déçus, hein, que vous pensiez pas comme moi que Canon, tout le monde en dit énormément de bien et que ce soit la folie. Voilà, il y a plein de trucs qui vont pas du tout. Moi, je suis super surpris pour une marque avec cette réputation-là. Voilà, sachez-le. Je vais vous faire les autres vidéos où je vais vous montrer tous les points positifs à côté de ça. Où, du coup, ça sera plus détaillé là-dessus. Enfin, ça sera sur des grosses choses. Hein, je vous ai dit stabilisation. Je vais faire un truc sur l'autofocus. Après, je vais faire tout ce qui est ergonomie. Enfin voilà, il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir. Je sais pas trop quand, je sais pas dans quel ordre.
mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo en priorité, hein. Vous avez vu Damien aussi, il a fait une vidéo sur tous les griefs qu'il trouvait. Voilà, moi c'est vraiment des trucs, ça m'a surpris, choqué quand je les ai vus, hein, très clairement. Donc voilà, allez, je vous passe à la conclusion. Et j'oubliais, il faut que je vous dise hein, que Damien a créé un groupe Facebook spécial pour les EOS RX, donc ce que vous voulez, soit EOS R, soit EOS RP, soit EOS R5, soit EOS R6, donc vraiment les hybrides plein format de chez Canon. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de groupe français pour ça, donc il a créé. Je suis administrateur dessus, il m'a mis administrateur, et donc venez nous rejoindre hein, si vous voulez discuter, échanger sur ces Canon, hein, sur ces boîtiers hybrides plein format. C'est l'occasion, c'est pas du tout un groupe du coup de passionnés, hein, de gens qui ne disent que du bien de la chose. On est passionné de photo en général, mais on n'est pas passionné de la marque, et donc on peut venir échanger en toute simplicité et faire les critiques quand il y a des critiques à faire et dire ce qui est bien quand il y a des choses bien à dire. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à partager vos liens, à partager vos expériences, poser vos questions, tout ça. Je vous mets le lien en description directement et venez nous rejoindre. Voilà, on est une petite centaine, 120 maintenant. Ça monte petit à petit et donc c'est cool. On espère qu'il y ait de plus en plus de gens qui viennent nous rejoindre. Voilà, allez, venez faire un tour. On vous attend là-bas. Si vous avez des questions, des remarques comme d'habitude, faites-les moi en commentaire ci-dessous. J'espère que cette vidéo, comme j'étais en train de vous dire, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager. J'espère qu'elle vous a permis d'apprendre des choses, que vous puissiez un peu voilà, avoir du recul sur ce boîtier, parce que tout le monde l'encense, tout le monde encense ces boîtiers Canon actuellement, et je trouve que c'est quand même assez hallucinant vu toutes les merdes qu'il y a, que personne les fume, hein. Donc voilà, je suis là pour ça, je suis là pour fumer. Donc j'ai fumé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, vos questions comme d'habitude. Moi je vous dis, abonnez-vous hein, pour les prochaines vidéos sur l'EOS R6, hein. Il va y en avoir plein qui vont arriver, je vais faire énormément de tests, hein, évidemment, ça va vraiment être là le dada. Et du coup voilà, donc il y a des choses, hein, je vous spoil un peu, mais il y a aussi des choses en photo qui sont bien rigolotes, hein, on en parlera à ce moment-là. Et voilà, je vous annonce pas la prochaine vidéo parce que je sais pas encore trop si ça va être de la photo, de la vidéo, mais il va y avoir plein de choses sur un peu tout. Donc voilà, moi je vous dis encore merci d'avoir regardé, portez-vous bien, faites des photos, faites des vidéos et prenez une bolée d'air avant que le temps soit trop pourri. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo et salut. Wouh.